Bonjour Patrick Cohen, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Vous m'autorisez bien à enregistrer, à diffuser l'entretien qu'on va avoir? c'est d'accord. C'est d'accord, parfait, j'ai le consentement. Alors pour commencer, j'aurais bien voulu que vous puissiez vous présenter à nous, en commençant par ce qui vous convient, alors ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait avant, votre formation, vos pratiques. Euh, Dites-nous un peu les choses comme elles vous viennent. Alors, je suis à la retraite maintenant. J'ai exercé, j'ai une formation à la base, un 2SS de psychopatho. Et par la suite, j'ai eu un 2A de sociaux. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur médico-social, IMP, IMPRO, foyer. D'accord. Et puis, comme beaucoup de psychologues, j'ai ouvert mon cabinet au bout d'une dizaine d'années. Cabinet qui a tourné pendant un peu plus de 20 ans, 25 ans, et que j'ai vendu il y a quelques années, donc comme ayant arrêté mon activité professionnelle, entre guillemets arrêté, puisque comme beaucoup, je garde de petites activités ponctuelles, notamment d'analyse, groupe d'analyse de la pratique. D'accord, quand même. Ok, Voilà. ok. Et mais c'est très, très, très léger. Hein. C'est des formations de psychologue que je fais en analyse de la pratique pour l'essentiel, et puis je continue à animer un groupe que je suivais depuis longtemps. Je crois que vous faites ça au sein de la FFPP, si je ne me trompe pas. Oui, la formation groupe d'analyse des pratiques, c'est au sein de la FFPP. Ça fait partie du catalogue de formation de la FFPP. D'accord, très bien. Alors dites-moi, c'est quoi vos influences à vous en tant que psychologue dans votre parcours? Vous avez été influencé notamment par quoi pour qu'on puisse avoir un peu la couleur de comment vous voyez le monde? Ben, au début, c'est très, très, très clinique, entre guillemets, mais ça a évolué assez rapidement, notamment avec mon 2A, je me suis ouvert, j'ai presque changé un peu de registre, hein, puisque je me suis ouvert d'abord à l'approche groupale, Ouais, et puis sur un versant beaucoup plus psychologie du travail, spécialisé dans le champ sanitaire et médico-social. d'accord. Voilà, donc j'ai réorienté mon activité et très vite le cabinet. J'ai arrêté l'activité thérapeutique au profit d'une activité, on dirait aujourd'hui, de consultant auprès d'établissements, d'entreprises, d'équipes de direction, d'équipes en général. D'accord, ok. Très bien, très bien, très bien. Voilà, parcours rien d'exceptionnel, un parcours classique de psychologue des années 70. Des années 70, ok. Alors justement, peut-être qu'on peut passer directement un petit peu sur ce que vous pensez de la profession aujourd'hui, parce qu'on est 50 ans plus tard, de 70 à 2020. Vous avez fait une conférence et un écrit, je crois, dans le journal des psychologues sur l'état de la profession. La conférence a daté d'il y a 5 ans. C'était un bilan sur la profession. J'ai mis le lien sur LinkedIn, sur Internet. J'ai invité beaucoup de monde à regarder la conférence. Je l'ai trouvée assez pertinente. J'aurais voulu savoir un petit peu si vous pouviez nous en reparler un petit peu, mais peut-être que, et vous me direz, 5 ans, ça n'a peut-être pas changé grand-chose, mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme grande ligne de la profession en 2020? Alors, peut-être objectivement, et puis avoir votre sentiment à vous. J'aimerais bien qu'on puisse aller sur ça. Ok, bon, ce qui m'y autorise, c'est que parallèlement à mon activité professionnelle, donc depuis 40 ans et encore aujourd'hui, j'ai occupé différentes fonctions dans la profession, notamment au sein du syndicat national des psychologues, où j'en ai été le secrétaire général, mais aussi au sein de la Fédération française des psychologues et de psychologie, hein. Donc dans les deux grosses associations D'accord. françaises, j'ai occupé les postes nationaux, je dirais, voire même européens, puisque j'ai siégé pendant 8 ans au bureau européen en tant que représentant des psychologues français. Donc c'est une profession que je connais assez bien, et tout au long de mon parcours, j'ai constamment multiplié des rencontres, des conférences avec des psychos. Et j'ai aussi œuvré, je crois que je peux le dire, à la construction, entre guillemets, de la profession, son développement, et, et malheureusement pas au niveau où j'aurais souhaité et aimé aboutir. D'accord. Qu'est-ce qui vous chagrine?
Alors, le point le plus important, c'est bien sûr l'échec du rassemblement de la profession. Depuis, c'est une idée qui est ancienne, hein. À 3 reprises, on a tenté de le faire en France, avec il y a très longtemps, donc c'était au niveau de la NOP, hein, l'Association nationale des organisations de psychologues, dont j'ai été le président. Ça a été une première tentative qui a échoué. Et on en a eu une seconde qui, au sein de la CIR, commission interorganisationnelle représentative des psychologues, donc, que j'ai co-animé avec Odile Bourguignon, qui a produit le code de déontologie quand Oui, même. On a réussi à produire le code qui est sorti en 96, oui. qui a échoué sur l'idée du rassemblement. Et on a remis le couvert avec la Fédération française des psychologues, qui a moitié réussi, moitié échoué, dans la mesure où la fédération s'est implantée dans le paysage français, mais en même temps, et aussi la seule organisation représentative, enfin représentante de la France au niveau européen, mais qui a aussi échoué dans la mesure où le rassemblement qui était l'objet initial n'a pas abouti non plus. Comment vous expliquez ça? Parce que j'ai souvenir d'une interview qui va paraître d'un psychosociologue qui disait qu'il ne se retrouvait pas dans le code de déontologie. Il a été repris en plus par 21 associations. Est-ce que quand vous dites qu'il a échoué à rassembler, vous sous-entendez quoi derrière? Parce que souvent se pose la question du caractère opposable au niveau juridique du code de déontologie. Est-ce que c'était votre objectif? Est-ce que c'était l'objectif de départ d'ailleurs? Est-ce que c'était le vôtre? Ou est-ce que ça n'est pas lié à ça en fait? Alors, pour le rassemblement, ce n'est pas lié à ça, mais le code est opposable. Et je peux en dire un mot, puisque au sein de la Fédération des psychologues, il y a une commission de régulation des litiges déontologiques. J'en suis le président, et il est opposable aux psychologues de la Fédération qui se sont engagés à le respecter. De la fédération, oui. Oui. La fédération. Et donc, et ça fonctionne. On a pu le tester. D'ailleurs, c'est un peu un ballon d'essai dans une perspective de réglementation du code à un niveau national qui fait partie des enjeux actuels. Non, le rassemblement, c'est autre chose. C'est la volonté qu'ont tous les psychologues de mettre un peu sous le coup de leur intérêt personnel au profit d'intérêts collectifs. Ça, on n'y est pas arrivé, contrairement à tous les pays européens. Ouais. Je vous conseille de lire Roger Lécuyer qui a sorti un peu ses mémoires en bouquin là-dessus. On n'a pas réussi. Et vous savez, je pense que vous avez peut-être des contacts avec la Suisse et la Belgique. Là, il y a aussi Ouais. des associations. Ils ont néanmoins réussi à se fédérer. Comment Dans ça se d'autres... fait qu'en France, on n'a pas réussi? Comment ça se fait qu'en France, où vous savez que les chiffres sont énormes, qu'on représente un tiers à la moitié des psychologues de toute l'Europe, entre Non, non, 60. non, je m'excuse. On est à Je plus l'avais de dit. 60 000 psychologues. Il y a des chiffres qui sortent, qui seraient de 70 à 75 000, mais on serait minimum à 60 000. Oui, Donc, si c'est pas vous mettez 60 les 000. chiffres en Angleterre, en Pologne, en Allemagne, Mais en il y a plus Espagne. de 300 000 psychologues au niveau de la Fédération européenne. Mhm. Donc, ça fait pas la moitié, hein, on est loin, ça fait le cinquième. Hein. Je ne Mais sais bon, pas peu si c'est importe, un hein, niveau comparable en fait. on Et va pas faire la c'est là le problème aussi, c'est qu'on a des chiffres qui sont, on a différents types de chiffres en fait. Moi, je suis un peu embarrassé par ça parce que notamment, on ne sait pas combien il y a de psychologues en France. ben, vous l'avez avec la liste AD, AD, mais tout le monde n'y est pas inscrit, même s'il y a une obligation depuis 2002, si je oui, ne me mais trompe pas. on doit être effectivement dans la fourchette que vous avez fixée entre 60 et 70 000 psychologues. C'est Ouais. à peu près, c'est raisonnable. Et on a en gros mais effectivement, ça, c'est une des conséquences, contrairement à l'Espagne où il y a un ordre, ou à l'Italie où il y a un ordre, ou à l'Angleterre il n'y a pas d'ordre, ou l'Allemagne il n'y a pas d'ordre, mais où les psychologues sont bel et bien recensés. Donc, c'est vraiment, la France est le seul pays européen qui n'est pas structuré au niveau de la profession. D'accord. Et Mais c'est un problème. malheureusement, je ne peux pas l'expliquer. Si je savais à quoi ça tenait, j'ai été à des postes comment dire, d'action au plus haut niveau. Je pense qu'on aurait réussi à De, aboutir si on savait comment il fallait faire.
les tentatives que l'on a mis en œuvre ont échoué. On se dit toujours, bon, c'est le côté frondeur des Français, leur difficulté à se rassembler. Il y a un point quand même que moi je tiens toujours à souligner, qui est la mauvaise influence de l'université, qui nous a nourris de querelles intestines, d'oppositions entre courants, tendances théoriques et autres, et qu'on a retrouvé sur le terrain et qui a renforcé ce caractère très individualiste des psychologues. Et on le voit d'ailleurs dans le nombre Qui est assez français en plus. d'associations et aussi le nombre de militants, d'inscrits. Il y en a très très peu comparativement. Quoi. Il y a 3 ou 4 000 psychologues qui sont inscrits par rapport aux 60 000. Il y en a peut-être un peu plus, 4 000 toutes organisations confondues. Ah, toute organisation, oui, parce qu'il y a certaines organisations dont on m'a donné des chiffres qui remplissaient un amphi quasiment. Enfin, c'est assez petit et c'est vrai qu'on a du mal, enfin moi j'ai du mal à désintriquer ce qui provient des psys et ce qui provient du contexte français qui fait toujours exception, comme assez souvent. Et c'est vrai que cette question de théorie est quand même très particulière parce qu'on n'a pas forcément ces difficultés-là dans d'autres pays en fait. Les guerres intestines entre psychanalyse et approche comportementale, par exemple, bon, on est un peu passé à autre chose, voire ça n'a pas été forcément un problème dans d'autres pays, en fait. On arrive à habiter ailleurs, quoi, mais c'est très français. J'avais organisé un voyage d'études à l'époque, j'étais au SNP, syndicat des psychologues, donc c'était tout à fait les débuts des années 80, un voyage d'études au Québec. J'avais emmené une délégation française. Ouais. Quelle était notre surprise de voir dans un même service hospitalier des psys lacaniens, des psys cognitivistes, tout type de psys qui collaboraient. Pour eux, c'était très très simple. Si un traitement ne marchait pas, ben, on essayait autre chose, les points barres. Quoi, hein. Ouais. On est vraiment tombé des nues. Ça m'a d'ailleurs assez influencé sur ma vision et ma façon de voir le développement de la profession en France. C'est agréable de vous entendre parler de ça parce que moi, j'ai fait une partie de mes études au Québec et j'ai évidemment vu ça. En Suisse, c'est pareil aussi. Dans leurs études, vous pouvez avoir des chercheurs de différentes orientations qui sont d'accord sur certains points et qui recherchent les choses par rapport à ça. Ça ne remet pas en question leur existence jusqu'au plus profond de leur âme si quelque chose ne fonctionne pas à un instant T. Et c'est vrai qu'on est sur des guerres qui sont assez identitaires et qui persistent. Et pour la petite anecdote, moi, je me suis intéressé à la question de l'intégration en thérapie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cohabiter à un moment donné différentes théories ou différentes pratiques? C'est une question qui se pose partout dans le monde. Et la seule exception mondiale, c'est la France. Et j'ai des psys qui viennent me voir en me demandant bah alors, où est-ce qu'on peut se rassembler? Je leur dis bah, nulle part parce qu'il y a personne ne s'inscrit dans les associations. Et je discute avec des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Allemands, des Américains. Et on est peut-être 5 ou 6 membres sur une association de plusieurs milliers, 5 ou 6 membres français. Et sur cette question précisément théorique, on n'arrive jamais à rassembler les gens. C'est quand même très particulier qu'en 2020, ça continue. Et puis, j'ai tendance à me dire que ça ne va pas changer comme ça dans les 5 minutes. Mais ce serait pour vous, alors, peut-être un des points d'achoppement qui explique cela. Et d'une certaine manière, la faiblesse de la profession aujourd'hui, de sa place, sa capacité à mobiliser, à obtenir des choses, est en large partie due à cette incapacité à se rassembler dans une instance, qu'elle soit fédérale ou unique, à l'instar des autres pays. Ça, moi, c'est vraiment ma conviction profonde. Donc, dans votre bilan, vous parlez aussi du code de déontologie. Et moi, il m'a semblé entendre par plusieurs personnes une critique qui était que souvent, les psychologues avaient essayé de le tisser dans l'objectif de pouvoir se protéger du public. Et la différence avec le Québec et notamment avec les pays qui ont un ordre professionnel, c'est que la profession s'organise dans le but de pouvoir aussi protéger et apporter une protection au public, plutôt que la France qui pourrait parfois être amenée à plutôt vouloir protéger ses professionnels face au public qui pourrait l'attaquer en justice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a cette crainte à un moment donné que les pratiques des Français puissent être mises sur la table, opposées en justice, et que tout ça fait que les psychologues ne veulent pas trop s'engager finalement et peut-être pas trop exister sur le plan politique, sur le plan social. Mais c'est une hypothèse, c'est même pas une hypothèse, c'est une idée des gens, on va dire. Ça a corrélé avec le caractère individualiste des psychologues,
caractère qui est aussi lié à leur fonctionnement, à leur pratique professionnelle, où ils sont souvent isolés et rarement en groupe. Alors, en ce qui concerne le code, alors en France, on est effectivement sur les deux registres, c'est-à-dire à la fois la protection du public et la protection des psychologues. Protection des psychologues contre les employeurs qui créent parfois des conditions de travail qui sont antagonistes avec le respect du code, que ça soit sur le secret, que les conditions même d'exercice. On m'a dit que le FFP était bon là-dedans et dans la médiation par rapport aux employeurs et aux psychologues. Oui. Voilà. Mais il y a la question du public aussi, où là, on est sur des questions plus Oui, ténues. tout à fait, mais moi, c'est quelque chose que, d'ailleurs, je crois avoir dit pendant la conférence, Ouais. je dénonce, c'est-à-dire qu'on est une des rares professions complètement irresponsables. La plupart du temps, tous les psychologues disent nous sommes très attachés à la déontologie, les questions éthiques nous traversent, patati patata. Mais dans la réalité, tous les jours, on a et on l'a vu, j'ai été président de la Commission nationale de déontologie, actuellement en commission de régulation, on voit régulièrement des situations assez problématiques en termes de comportement, de conduite professionnelle des psychologues, et on ne fait rien. Et c'est important que vous disiez conduite et comportement, parce que quand on va sur le site de la commission consultative de déontologie de la FFPP, les avis sont lisibles depuis des années sur Internet. J'invite les gens à jeter un œil. C'est du quotidien, en fait. Et donc, on va se demander pourquoi le psychologue a fait telle chose plutôt que telle autre. Pourquoi il a fait un document à charge contre le mari d'une femme qu'il a rencontrée sans avoir vu ce mari. Des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'intellectualisation, on n'est pas dans du symbolique, on est dans des comportements, dans des choses qui n'ont pas été faites. Et donc, ça renvoie à cette question d'irresponsabilité qui est pas toujours bien entendue quand je le nomme. Et en tout cas, je suis toujours content quand quelqu'un a pu le voir aussi d'un autre point de vue, parce que ça renvoie à la responsabilité, vraiment. Ouais. Bien sûr. Mais à nouveau, alors d'abord, moi, je tiens absolument à dire, parce que les quelques rares détracteurs du code, du moins opposants au code, dit que c'est un instrument d'aliénation parce qu'il tendrait à normer les pratiques professionnelles pour avoir été un des acteurs de la production de ce code et pour l'avoir enseigné pendant plus de 30 ans, pour avoir exercé les fonctions que je nommais, je vous garantis, je suis prêt à parier n'importe quoi, que le code ne concerne absolument pas les pratiques, mais bien les conduites professionnelles. C'est une différence fondamentale, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas l'once d'un soupçon de théorie ou de référence théorique dans le code. Ce à quoi on a été très très vigilant, c'est faire en sorte qu'il s'applique à tous les psychologues, quel que soit leur statut et quel que soit le champ ou les références théoriques qui les animent. C'est un code universel et à l'époque, on l'a voulu, nous avions un slogan qui était un titre unique de psychologue, puisque c'est un titre unique en France, un code unique et une profession rassemblée ou une organisation unique. Et donc, on avait réussi les deux premiers objectifs, l'obtention du titre. J'ai concouru, j'ai participé en tout cas, le code qui s'applique à tous les psychologues. C'est pour ça que moi je suis toujours très curieux quand des gens me disent mais moi le code il ne me va pas, il ne peut pas s'appliquer ou il me pose problème. Je veux savoir sur quoi, parce qu'à nouveau alors il est imparfait, il faut l'actualiser comme tous les codes. Actuellement il y a insuffisamment d'articles. Celui qui a été actualisé, vous faites référence à celui-là ou à celui de 96 parce qu'il a été allongé, celui de 2002. Mais même celui de 2000, il y a eu en 96 un premier, en fait il y a eu plusieurs cultures, il y a eu un code en 87 mais ça n'a pas marché. Ouais. Après on a fait le code donc de 96 qui lui a marché, ouais. qui est devenu la référence pour toute la profession, et ce code de 96 a été actualisé. Actuellement il y a une nouvelle actualisation qui est en cours, parce qu'un code c'est vivant, ça doit être actualisé tous les 10 ans à peu près. Et le code de déontologie de 2012, donc, on n'est pas très loin des 10 ans maintenant, et vous verrez si vous le regardez, il a besoin d'être actualisé, ne serait-ce que sur un certain nombre de points, comme par exemple tout ce qui est la cyberpsychologie, Internet, ainsi de suite. Il y a un article. On l'avait fait à l'époque, c'est la Commission nationale de déontologie qui l'avait créé.
qu'il avait proposé du moins, il n'y avait qu'un article, donc il en faudrait 5-6. Et vous avez, par exemple, sur une notion d'autonomie et de responsabilité, ce n'est pas assez développé. Il y a donc, il faut, alors c'est en cours, c'est un chantier qui est un peu en cours. Là, les organisations au sein du CEREDEPSI sont de nouveau rassemblées. J'espère que là, une union sera possible et qu'ils vont aboutir à quelque chose. Hein. On y a Ouais. aussi contribué. Mais c'est normal, un code doit être actualisé tous les 10-15 ans. C'est Mais, vivant. alors, bon, j'ai deux questions. Il y en a une, c'est sur le titre, mais il ne faut pas que je l'oublie, je vous la pose après. Mais la première question qui me vient, c'est que tous les psychologues ne sont pas au courant qu'il y a forcément un code, ils ne savent pas auquel se référer. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne l'ont jamais lu, à qui on n'a jamais lu le code dans toutes ces universités françaises. Donc moi, je suis un peu embarrassé par cette question, en fait. Il y a une double question là-dedans, parce qu'il y a la question de l'information qui ne circule pas, que les psychologues vont peut-être pas chercher non plus. Et puis, il y a la question de la formation universitaire qui n'amène pas tous les professionnels à être au courant de ça. Si on fait l'analogie avec la médecine, j'imagine bien que tout le monde a lu le serment d'Hippocrate et que même il faut le lire, il me semble, en tant que médecin, mais que tous les psychologues ne sont pas au courant qu'il y a un code réactualisé. Moi, quand je parle à des psychologues qui ne sont pas hyper connectés, pas hyper au courant de l'actualité, ils n'en savent rien du tout, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ben, toujours la même caractéristique, hein, l'individualisme Je vous donne juste une petite anecdote. Quand la loi a été votée sur le titre, vous savez qu'il y avait un certain nombre de psychologues qui étaient en exercice et qui ne remplissaient pas les nouveaux critères fixés par la loi. Mais il y avait une possibilité donc par des arrêtés hein, qui ont été définis par l'État, de faire un petit peu de manière rétroactive, donc de mettre à jour, entre guillemets, les parcours des psychos. Ben, j'étais à une réunion avec des psychologues et une des questions sur lesquelles on m'a interpellé, une dame un peu âgée, très en colère en disant « Moi, j'ai des problèmes avec mon employeur, il paraît que je ne suis pas psychologue, qu'il faudrait que j'ai tel ou tel document, mais moi, ça fait 25 ans que j'exerce, on ne m'a jamais dit qu'il fallait que je dépose un dossier, ainsi de suite, ainsi de suite. » J'ai piqué une colère en me disant, écoutez, il y en a marre, il y en a assez. C'est aussi de votre responsabilité psychologue de lire, de vous informer, de vous tenir au courant des évolutions de la profession. Et ça, c'est typique hein, du fonctionnement des psychologues. Alors, on retrouve à nouveau, là, vous avez raison de le souligner, l'université. Alors, moi, j'ai enseigné à l'université, j'ai la chance à Aix-en-Provence d'avoir eu une université assez ouverte et pendant près de 30 ans, quasiment depuis 96, hein, même un petit peu avant, j'ai enseigné dans les différentes DESS à l'époque, puis master, le code, mais là aussi avec des variantes. Pour certains, c'était 6 heures de cours et pour d'autres, 32 heures. Et j'ai vu certaines universités où il y avait même une interdiction de faire des conférences sur le code à l'université. Interdiction. C'est à nouveau la responsabilité de l'université et de la difficulté. C'est particulier quand même d'interdire. Parce qu'ils sont dans leur labo, ils sont dans leur chapelle et ils en ont, comme me l'a dit un universitaire, que je ne citerai pas, nous, la profession, on n'a rien à faire. Nous, on est là pour développer des théories, faire des recherches. Ce n'est pas notre problème de gérer une profession. Mais ce qui ne serait pas intéressant finalement, c'est comme les cours d'épistémologie, comme je dis souvent, c'est un peu nébuleux pour des étudiants, mais une fois qu'on est sur le terrain, ça nous parle beaucoup plus. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'une fois qu'on soit diplômé, on puisse avoir quelque chose par rapport à cette histoire de code de déontologie? Bon, c'est une possibilité, puisqu'il manque aussi beaucoup de pratique à l'université et que peut-être ça parlera un peu moins quand on n'a pas été encore sur le terrain, vous voyez? Oui, Bon. mais c'est un peu de pédagogie. Hein, pour l'avoir enseigné, je peux vous assurer que tous les cours, enfin les étudiants que j'ai eus étaient passionnés même par ce que je pouvais produire et on redemandait à chaque fois un peu plus, mais parce qu'il fallait le prendre par le bon bout. Moi, je commençais toujours par, en tout cas, je vais commencer par vous raconter la problématique d'un psychologue qui a été traîné en justice et qui a échappé de peu à une peine d'emprisonnement.
je vous garantis qu'ils On sont tout de suite captive. intéressés et qu'ils veulent Avec savoir voilà. qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Hein. Bon, c'est de la pédagogie, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais après, on rentre très facilement dans le code, hein, et on voit bien comment, en connaissant bien le code, comment, à nouveau, il protège les usagers et il protège les psychologues s'il est appliqué en termes de gestion des conduites à tenir dans un certain nombre de situations, pas suffisantes aujourd'hui, mais beaucoup de situations sont examinées. En plus, si vous en avez discuté avec des gens, vous savez que le code est construit de façon telle que, parce que contrairement aux Américains, il y a des centaines d'articles, nous, il est relativement restreint, une cinquantaine, mais il y a une partie, c'est des articles très précis sur des points très précis d'exercice, de conduite, et vous avez une série des principes généraux qui sont des principes qui permettent justement, quand on n'a pas une réponse précise à une situation précise, de se référer à un principe général. C'est la base de la construction du code français, ce qui fait qu'on peut toujours trouver, d'ailleurs, les commissions, quand elles examinent des situations, quand elles ne trouvent pas de réponse à la situation précise dans un des articles du code, va se référer au principe, et ils sont suffisamment généraux pour pouvoir apporter un éclairage au moins éthique. Boucler la boucle sans faire un bottin, quoi, si je comprends Oui, bien. tout à fait. Ok. Alors, il y a deux thématiques qui me sont venues. Alors, j'aurais bien voulu parler de la rémunération avec vous, mais avant, vous parliez de titre unique. Est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité, cette histoire de titre unique? Parce que Ah oui. beaucoup de questions parlent aux cliniciens, ne parlent pas spécialement à des psychologues cliniciens, je vais les appeler comme ça, du travail, ou à des psychosociologues, ou à des neuropsychologues. Donc, il y a des questions moi, que je me posais par rapport à ça. Est-ce que cette histoire de titre unique, est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité pour vous? Oui, alors c'est quelque chose à défendre. Oui, et puis c'est la construction même du titre unique. La profession de psychologue est une profession horizontale. Nous n'avons pas, à l'instar, contrairement à d'autres professions où on peut progresser dans la carrière, vous démarrez psychologue, vous mourrez psychologue, vous partez à la retraite psychologue. Il n'y a pas de processus comme ça graduel dans l'exercice professionnel. Donc la seule possibilité de développement d'une carrière, si vous ne voulez pas rester 50 ans dans le même bureau et dans le même établissement, c'est de passer d'un secteur à un autre. Et ça n'est possible que par la construction du titre unique. Vous ne pouvez pas savoir, vous, parce que vous êtes jeune, il me semble, comment nous avons dû combattre et batailler ferme pour avoir ce titre unique, parce qu'il était question d'avoir des titres par secteur. Les fameux diplômes dérogatoires pour l'éducation nationale, vous avez des psychologues de l'éducation, les psychologues de la santé, les psychologues du travail. Aujourd'hui, s'il y a des psychologues cliniciens qui travaillent dans l'industrie et inversement des psychologues du travail dans le médical, c'est grâce au titre unique. Parce qu'aujourd'hui, la référence au titre unique, c'est on est psychologue, point barre. Et d'ailleurs, on a réussi à le gagner par décret en Conseil d'État. On ne pouvait pas ajouter un qualificatif à psychologue Je pour comprends. Ouais. le définir. Hein. Je comprends, Donc, mais ouais. c'est bien la logique de pouvoir travailler. Après, c'est la compétence qui va jouer sur le terrain, qui fait qu'on embauchera plutôt qu'un tel qu'un tel. Si vous voulez, le titre unique, c'est la base minimum nécessaire. Après, c'est l'expérience, la compétence personnelle, les diplômes complémentaires qu'on a acquis qui permettront l'embauche. Après, j'ai échangé avec un psychologue qui était un peu plus âgé que moi et qui, pour lui, et qui est enseignant et qui pensait que justement cette histoire de titre unique serait peut-être à remettre en question et qu'il pourrait y avoir une spécialisation par le doctorat d'exercice et qu'il pourrait y avoir des passerelles vers lesquelles on pourrait retourner un petit peu comme sur le modèle de Psychoprate où, si je ne me trompe pas, ils ont 4 ans de tronc commun et puis ils vont en clinique où on travaille et puis après 10 ans dans la clinique, on peut retourner à Psychoprate, faire sa 5e année pour se spécialiser dans le travail. Est-ce que ça vous paraîtrait fou finalement? Parce que les médecins, c'est pareil, ils ont un tronc commun et puis le psychiatre ne peut pas être ophtalmo, mais il peut retourner peut-être faire une spécialisation ou le généraliste peut se spécialiser dans le sport ou la gynécologie aussi avec un DES. Est-ce que tout ça, c'est des questions finalement qui servent à rien ou peut-être que finalement, on a répondu à cette question avec le titre unique? Vous voyez? Mais d'abord,
Le socle même de l'intervention psychologique, c'est la base, c'est essentiellement l'entretien. Et quels que soient les secteurs, pour avoir accompagné des centaines et des centaines de psychologues en termes d'analyse des pratiques, donc de tout secteur, aussi bien des psychologues de l'AFPA, des psychologues du travail, de l'éducation, des hospitaliers, tout ce que vous voulez. Le noyau dur, la base de l'exercice des psychologues est assez semblable. Elle est comment dire, biaisée par les référentiels théoriques qui voudraient créer c'est des techniques, hein, des méthodes qui sont plus ou moins adaptées, mais pour autant, elles ne changent pas le fondement même de l'intervention psychologique, qui est l'accompagnement des personnes. Moi, ma définition, je dis toujours, c'est les deux niveaux, quoi, hein, c'est-à-dire on est soit dans le déploiement de la dimension psychologique, psychique, soit on est dans la souffrance, le traitement de la souffrance psychique. C'est ça les deux missions fondamentales. Après, que vous ayez telle technique ou telle technique, pour moi, ça importe peu. Les psychologues, ils servent à quoi? Quelle est leur utilité sociale? Si on est dans le normal, c'est le déploiement de la dimension psychique. Et si on est dans le pathologique, c'est le traitement de la souffrance psychique. Voilà. Je le caricature, mais c'est un peu ça. Donc, oui, bien sûr, moi, je suis favorable à un doctorat professionnel. Mais pareil, le doctorat, il ne faut pas qu'il y ait deux classes de psychologues. Déjà que les employeurs abusent énormément, parce que c'est un peu le danger. Vous pouvez très bien avoir demain, justement, des psychologues qui ne font juste que passer les tests, et puis c'est tout. Et ils n'auront pas à donner un avis, ils n'auront pas à analyser, c'est d'autres qui feront ce travail-là. Et ce qu'on a réussi, s'il y a bien une chose qu'on a gagnée en France, c'est qu'il y a un titre unique et qu'on n'a pas segmenté le psychologue en différentes tranches de saucisson. Il est unique avec des orientations très variées, mais c'est quand même un professionnel unique, un cadre au demeurant en plus, donc capable d'élaborer ses interventions. Mais en même temps, ça n'a pas permis la circulation d'informations, l'unification, la fédération, malheureusement, de ces psychologues, quoi. Ça, c'est pour une large part la responsabilité de l'université, me semble-t-il, pour une large part. Parce que, je vous l'ai dit, hein, Vous le il y a dites des... dans la conférence, il y a énormément de DESS ou de Master 2, il y en aura à peu près plus de 170 en France. Oui, il y en a, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'on 170. vous voyez bien que ça n'a pas de limite. Justement, la spécialisation, elle n'aura pas de limite. C'est-à-dire qu'on va retrouver et amplifier à l'extrême et de manière paradoxale les clivages théoriques entre les psychologues. Ça ne va pas pouvoir tenir des années, cette histoire. Comment vous voyez la profession dans 10 ans si on ne touche à rien, vous? Alors, vous posez tout à fait au début de notre entretien là où on en est aujourd'hui. À mon avis, il y a un tournant. Hein. Le facteur rapport gaz a été un tournant, est un tournant. Le gouvernement tend un peu la main aussi. C'est Olivier Véran qui manque de psychiatres. Il y a le projet psychologique d'établissement qui a été mis en place. Malgré ça, les salaires commencent à 1 450 € net à l'hôpital et puis parfois, vous n'avez pas d'échelon pendant 10 ans. Donc, on est dans des trucs qui… Mais il semblerait qu'on a un tournant, donc j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire. On est un tournant, je ne sais pas si vous voulez, on est passé avec le recul, on était dans la clandestinité. Moi, les débats, les actions qu'on menait, c'est les psychologues existent, il y en a marre qu'on voit toujours sur les plateaux de télé, les médecins, et la psychologie, on n'en parle jamais. Oui, mais ça continue. Citez-moi un psychologue connu. Citez-moi un psychologue connu. Citez-moi un psychologue connu. Ils ne sont que psychiatres. Il n'y a pas de psychologue connu qui passe à la télé. Il y en a quand même pas mal, je les connais, je les vois, je les entends à la radio. Ruffo, Cyrulnik, Christophe André, ils sont tous médecins. Il n'y a aucun psychologue connu. C'est les grands ponts, mais vous avez régulièrement invité dans des émissions, on l'a vu avec le Covid, on voit régulièrement. Vous avez même ne serait-ce qu'un principe, et on voit comment on est passé de la clandestinité à la surexposition, puisque le moindre problème, on crée une cellule d'urgence psychologique. C'est aussi une récupération de la psychologie, il me semble, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de psychologues qui soient experts et posément et régulièrement invités. C'est l'instrumentalisation, moi, il me semble, de la psychologie aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la psychologie n'existait pas, c'était que le discours médical. Aujourd'hui, la dimension psychique est reconnue socialement en France. La psychologie a sa place, mais pas les psychologues. Pas les psychologues. Et c'est pour ça que je dis qu'on est un tournant. Jusqu'à peu, et le salaire en est une magnifique démonstration,
bac plus 5 minimum, généralement bac plus 6, et on est payé une misère. Les psychologues sont payés une misère, à part quelques exceptions, comme les psychologues de l'AFPA, un certain nombre de secteurs un peu de chasse gardée où les salaires sont tout à fait conséquents, ou les consultants, quand on travaille en tant que consultant, on peut avoir des revenus intéressants. Moi, j'ai fini ma carrière avec un revenu assez conséquent. Donc, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Et ça, c'est le signe que jusqu'il y a peu encore, les psychologues la psychologie a pris sa place, pas les psychologues. À cause des psychologues On peut eux-mêmes, même dire que les coachs, les psychiatres, les psychopraticiens qui ne sont pas psychothérapeutes, tous ces gens-là ont réussi à attraper cette matière, à en vendre des bouquins, à en faire des émissions, à oui, surinvestir et faire surexister la psychologie. Mais comme je vous dis très souvent, à regarder qui est psychologue connu, il n'y en a pas, moi, il ne me semble pas en fait, mais ça c'est récupéré. Et souvent, quand je pose cette question autour de moi, je me rends compte qu'on n'a personne à citer, en fait, vraiment. Et je pense que c'est un objet qui a été désincarné par tous ceux qui savent en faire fructifier quelque chose financièrement. Vous voyez? je suis plus mitigé là-dessus. Bouchard, Viau, il y a un certain nombre de psychos qui sont intervenus par rapport à une époque où c'était l'inexistence absolue, les choses ont changé. Ceci dit, à nouveau, la question est moins cela que à nouveau une reconnaissance entre guillemets de la psychologie et non pas des psychologues. Et là où il y a un tournant, et malheureusement plusieurs fois on nous a tendu la main, les psychologues n'ont pas su s'en saisir. Et il y a un tournant dans la mesure où si les psychologues acceptaient un tant soit peu de collaborer, de négocier, de travailler avec les gouvernements, je dis bien les gouvernements, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, la profession aurait eu une meilleure assise. Je prends encore dernier exemple. On veut créer des services de psychologie. Ouais. Les psychologues, ils n'ont pas participé à l'expérimentation, très peu, à peine quelques centaines sur toute la France, et blocage à la fin pour dire non, non, on ne veut pas de service de psychologie. Continuons à rester entre nous, seuls, dans notre coin, et si possible que personne ne vienne voir ce que l'on fait et qu'on ne demande pas des comptes. Alors, c'est quoi? Donc, les psychologues sont timides ou ils sont mafieux? Ok, qu'est-ce que ça veut dire alors d'être toujours dans cette attitude? Parce que vous avez raison. D'ailleurs, personne ne vous dira que vous avez tort. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, là, en fait, depuis toujours? On veut le beurre et l'argent du beurre, on ne veut pas être embêté. Alors, il y en a quelques-uns, pas beaucoup quand même, qui sont sur ce registre-là. Ouais. Notamment, bon, je ne dirais pas quelle organisation en particulier, mais c'est dans le champ de l'éducation nationale qui a voulu le beurre et l'argent du beurre. Pour les autres, non, je crois qu'ils sont honnêtes hein, sur le fond, mais ils n'ont pas une conscience collective. Ils restent sur une conscience individuelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à chaque fois qu'on traite des litiges, des dossiers, c'est comme s'ils basculaient dans le réel. Le jour où ils sont rattrapés par un employeur, par un usager qui se plaint, alors là, ils basculent dans le réel. Les avis dont je vous parle font cet effet-là. J'imagine très bien, même à la lecture, on peut imaginer que la personne a dû se sentir seule et d'un seul coup se réveiller en fait de quelque chose. C'est exactement ça qui se passe. Ouais. Ils vivent tranquilles dans leur chapelle ou dans le petit monde qui se sont aménagés. Et puis, d'un coup, ils sont parfois, évidemment pas beaucoup, mais parfois rattrapés par le réel d'un litige, d'un employeur, d'une institution. Donc Et c'est là, la ils tombent psychose. des nus. C'est la psychose alors. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sont pas dans le réel et qu'ils ne veulent pas de limite. Enfin, la question qui revient souvent, qui revient en ce moment de plus en plus, c'est la question de l'instauration d'un ordre en fait. Qui ne ferait pas ordre dans le sens obligation, mais qui viendrait cadrer, accompagner et qui ferait en sorte que tout le monde ait les informations aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je m'étais prononcé en faveur de l'ordre, mais il y a une telle résistance de la profession. Eh ben, vous êtes courageux, hein, parce que ceux des années 70, comme vous disiez, j'en connais pas tant que ça qui sont pour. Hein. Non, mais moi, j'étais favorable. Ben, je vous ai dit, j'étais en 81 ou 82 au Québec, il y avait un ordre déjà. Hein. La première interview que j'ai donnée, c'est un inspecteur de l'ordre et qui nous explique, et je mets au défi quiconque de dire qu'il n'aimerait pas avoir un ordre comme ça en France. Ben oui, quand on voit tous les bénéfices. Il est accompagnant, c'est un ordre accompagnant et qui est très rarement dans la sanction. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Corélie au sein de la fédération. C'est-à-dire, elle est à la fois dans la régulation, elle pointe les écarts ou entre guillemets les fautes déontologiques et accompagne le psychologue pour qu'il réduise ces écarts ou corrige ses conduites inadaptées. Et, Oui, j'ai une question qui me revient d'un seul coup, une fulgurance. Europsy. oui, Où ça en est en fait? ben, Europsy, à l'origine, ça a pas très bien marché en France. À l'origine, c'était permettre, puisqu'à nouveau, la profession est organisée dans toute l'Europe. À part la France, elle est organisée. Et à un moment donné, s'est posé la question de et si un psychologue veut travailler dans un pays européen, comment on fait? Et Ouais. donc, il fallait avoir le système des équivalences, c'est assez compliqué. Et une des idées donc, de la Fédération européenne, qui rassemble, je vous le répète, plusieurs centaines de milliers, 300 000, je crois, aujourd'hui, psychologues. On va faire des chiffres, mais merci, c'est important parce que c'est difficile de trouver à chaque fois des statistiques qui tiennent la route. Allez sur le site de l'EFPA, De allez l'EFPA, sur le site de la Fédération européenne des psychologues, et vous avez tous les pays. Alors, avec un petit bémol, parce que comme ils contribuent au financement européen, ils ne déclarent pas toujours le maximum d'adhérents, parce que ça fait cher au niveau des cotisations à payer. Quand vous déclarez 50 000 personnes, ouais. même si c'est que quelques euros, 15 ou 20 euros à chaque fois à payer, ça fait quand même des sous. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui existent, et notamment, donc, pour revenir à Europsy, l'idée à l'époque, c'était de dire, ben, pour favoriser le passage, puisque nous, organisations dans chaque pays, on sait quels sont les standards et les critères pour avoir des professionnels de qualité avec des garanties, on va faire un label qui garantit que si la personne a ce label, eh bien, c'est une garantie apportée par la profession dans les pays. Ouais. Donc, pour les autres pays, ça a bien marché, puisqu'il y a une organisation unique. Ouais. Et donc, ben, à partir du moment où on donne le label, on sait que ben, ça va, la personne elle a un parcours solide, on a vérifié le parcours, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où on demande un consensus à la France, c'est pas possible, ça n'a pas marché. Voilà. Comme d'habitude. Donc, Europsy, ça a été un peu ça, c'est-à-dire que l'idée, c'était c'est apporter une garantie quand un psychologue veut travailler dans un pays qui n'est pas le sien. Si je vous l'envoie, c'est que je suis garant de la formation qu'il a eue. Voilà. Est-ce que vous avez le label Europsy? Et la France a dit on veut pas participer. La France, il y a très peu d'universités qui ont joué le jeu. Les psychologues même, ben, on est qualifié pour qu'on irait chercher un label européen et on n'a pas besoin. C'est toujours le même fantasme. C'est une mainmise sur la profession, c'est une tentative d'aliénation. Mais tout est aliénation, tout est. Mais on est une caricature quand même de la France. Hein. On n'est plus la France, là, c'est plus possible. Eh oui. Donc pas de règles, quoi. L'anarchie, la liberté, et voilà. Et pourtant, on a la sécurité sociale. En même temps, on a besoin de règles, on la réclame. Ouais. Mais même dans les pratiques professionnelles, je vois bien des psychologues, par exemple, ils ne passent pas de contrat avec les clients, les patients. Ça va de soi qu'ils interviennent sans définir qui ils sont, comment ils travaillent, quelles sont les limites, de quel niveau de compétence ils offrent. Bon. Et évidemment, quand ça pose problème, d'un coup, on se rend compte que, ah ben oui, ben ils avaient oublié de dire, ils n'avaient pas précisé. Exactement. Je vois très bien de quoi vous parlez. Ouais, exactement. Si vous aviez la possibilité de changer 3 choses dans la profession pour que ça fasse un bel effet boule de neige, dans le sens positif, vous metteriez quoi en place? Si un ministre vous appelle et vous dit « Bonjour, Monsieur Cohen, on a vu votre vidéo sur YouTube et en fait, on aimerait que vous puissiez nous dire les 3 choses à faire pour la profession. » On vous écoute. Moi, je pense que la profession n'est pas ou n'arrive pas à avoir la maturité suffisante pour s'auto-organiser. Il faut une contrainte externe. Et de ce point de vue, l'ordre est une des formes de contrainte qui aurait pu réussir, si ce n'est le niveau de position français, qui reste encore assez important. 2, c'est revoir, c'est plus que revoir, moi je suis un des rares en France à dire qu'il faut disjoindre l'attribution du titre de l'université. C'est-à-dire l'université doit nous former, nous apporter nos qualifications, mais pour être psychologue,
c'est la profession qui devrait nous donner une licence d'exercice en quelque sorte. Oui, et l'ordre fait ça de toute façon avec un permis d'exercice. Pour deux raisons. La première, c'est que ça permettrait d'avoir une influence très importante auprès des universités. Par exemple, ça permettrait de dire à l'université, votre formation en déontologie est insuffisante ou inexistante, on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas donner le titre aux psychologues qui sortent de chez vous. Donc, je vous assure que ça, c'est un sacré moyen de C'est ce qui pression. s'est passé au Québec, hein. Alors au début, c'était très compliqué, ils n'étaient pas contents à l'université, mais maintenant tout va très bien en Ben fait. oui, Mais au début, c'est compliqué. Mais après, c'est une évidence. C'est des standards oui, sur lesquels ça aligne l'université. tout à Et fait. l'université vient influencer l'ordre, puisque l'ordre est tenu par des psychologues et pas manipulé par des médecins, comme on peut l'entendre en France. Donc, c'est logique. Oui, oui, Oui. exactement. Et donc, le changement de la formation, je pense qu'il faut un allongement. Je suis assez favorable au doctorat, mais avec des conditions. Ordre et allongement, c'est ça? Ordre, Oui, allongement. Ouais. ordre ou forme aujourd'hui d'obligation pour les psychologues à se rassembler dans une instance commune. Le terme de ordre, je ne sais pas pourquoi, mais il fait toujours extrêmement peur et c'est un repoussoir phénoménal, alors que c'est aussi justement un élément de protection. Si vous voulez, moi j'ai représenté la France pendant 8 ans au niveau européen. Et ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des pays européens n'ont pas d'ordre. Mais ils sont rassemblés en Allemagne, en Angleterre par exemple, il n'y a pas d'ordre professionnel. Mais ils sont rassemblés de manière telle qu'ils sont aussi efficaces qu'un ordre. Ils sont aussi efficaces. Quand vous allez là, moi je me souviens toujours en France, le siège national, c'était un petit appartement de 25 mètres carrés, le siège national de la profession. On va à Berlin, un immeuble de 5 étages avec une vingtaine de collaborateurs qui travaillent. Et ce n'est pas un ordre. Mais ils sont assez disciplinés suffisamment pour payer une cotisation et accepter qu'il y ait des services qui ont un regard sur leur pratique, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut jamais rien réformer, comme dirait l'autre. On ne peut jamais rien demander, rien Très difficile réformer. en France, c'est effectivement difficile. Mais je veux dire par là que ce n'est pas forcément un passage obligé. On a l'exemple à nouveau européen, la majeure partie des pays, pour l'instant, à ma connaissance, il y a le Portugal, l'Espagne et l'Italie qui ont un ordre. Ils ont un Les ordre. les autres pays n'ont pas d'ordre. Et c'est des pays latins aussi, donc on pourrait dire que c'est compliqué à la base peut-être pour eux, mais en fait c'est surtout pour la France. Mais vous avez répondu à la question, il y aura une obligation d'intervention extérieure à un moment donné, les casques bleus de l'ONU qui viennent réguler tout ça, parce que sinon il n'y a pas de volonté de rassemblement. Donc finalement on est dans un traitement symptomatique qu'on serait obligé de mettre en place contre le gré du patient pour son bien, quoi. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Enfin, en Tutelle, tout cas, on arrive malheureusement à cette conclusion il faut une mise sous qu'ils tutelle n'arrivent des pas à psychologues. s'auto-réguler. Oui, il faut une mise sous tutelle des psychologues par les psychologues. Ouais. Final. Et c'est dommage d'en arriver là, mais malheureusement, ça fait 40 ans moi, que j'ai œuvré dans ce sens et je constate qu'on n'y arrive pas, quoi. Qu'on a beau faire et c'est Sisyphe. On monte le rocher, on est prêt de toucher le but et puis boum, ça redescend à chaque fois. Donc, ordre et allongement. Troisième chose que vous pourriez proposer? Est-ce que vous pensez que c'est une profession de santé? Est-ce qu'on doit la mettre dans la profession médicale? Est-ce qu'on doit prescrire les consultations de psychologues? Est-ce qu'on doit donner le pouvoir de prescription de psychologue? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Oui. Mais là, je pourrais pratiquement vous renvoyer à tous les écrits, les articles que j'ai faits parce que ça serait trop long à développer. Mais à nouveau, si on est toujours dans le titre unique, le principe, c'est on est psychologue, que psychologue, d'accord? Et après, c'est notre compétence, notre expérience, notre qualification, mais aussi les formations continues, les expériences de terrain qu'on peut avoir, nos lectures, notre travail, qui fait qu'on est compétent dans tel ou tel domaine. Au bon vouloir. Moi, j'en suis un bon exemple. J'ai été formé par des lacaniens, psychologues cliniciens, à la base, 10 années dans ce registre-là, et puis je change et je me retrouve psychologue du travail. Et donc avec un registre complètement différent, mais entre-temps, j'ai changé, j'ai évolué, et j'ai pu faire une carrière
sur le plan professionnel, honnête, au sens que la qualité de mes interventions était appréciée. Donc, si je reprends l'exemple, si vous voulez, c'est dangereux de cloisonner. C'est-à-dire, si vous dites qu'on est psychologue de la santé, que les psychologues puissent rentrer dans le champ de la santé, oui, parce que la santé, je suis membre de l'ARS, Agence régionale de santé, je siège au Conseil national de la santé, la Conférence nationale santé, qui est un organe consultatif direct du ministre. Donc j'ai des mandats actuellement, je suis président au niveau médico-social pour toute la région PACA, je représente la région PACA, enfin j'ai d'autres attributions maintenant, je ne vais pas développer, relativement importantes. Une des évolutions sensibles, c'est que moi, au sein des ARS, on s'est battu pour dire la santé, c'est pas mais que le médical. La santé, dans la mesure où il y a eu une fusion de l'ambulatoire, de l'hospitalier, sanitaire et du médico-social, les usagers ne sont pas que des malades. On ne guérit pas de la vieillesse, on ne guérit pas du handicap. On est accompagné, on est dans la relation. Et donc, il y a un changement, c'est-à-dire que là aussi, il y a danger. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a toujours ce danger de réductionnisme où on ramènerait la santé à quelque chose d'extrêmement restreint. Non, il faut garder un regard ouvert et il faut permettre à tous les champs d'intervenir, à je dirais, toutes les inspirations théoriques, éventuellement, si on veut le parler comme ça, et que c'est le besoin du patient, le besoin de l'usager qui doit déterminer la réponse. Et non pas l'envie, la tyrannie des psychologues et des autres aussi, d'imposer leurs compétences ou leur savoir-faire. Et là, c'est un changement radical que malheureusement, s'il y avait quelque chose à changer, ça serait ça, hein, c'est-à-dire partir des besoins des personnes, des usagers, et non plus des théories. Il faut être au service des gens qu'on accompagne. Si vous aviez, pour terminer, un conseil à donner pour les futurs psys qui nous regardent, les futures générations, vous leur diriez quoi? Qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils ne perdent pas un des fondements, quelque chose qui est très très fort dans notre profession, qui est le souci de l'autre. Hein, le souci de l'autre et l'envie très très forte de valoriser, de promouvoir la dimension psychique. Juste une remarque, il y a une chose qui est encore à faire pour les nouveaux, enfin pour les générations nouvelles. Aujourd'hui, vous savez qu'en préambule de notre code, le principe général, c'est la reconnaissance de la dimension psychique comme un droit fondamental. Ça, c'est une déclaration, ce n'est pas un fait et ce n'est pas un fait juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous crève un œil, c'est même coté le niveau de réparation et de dommages auquel vous avez droit. On commence à peine, il y a des balbutiements sur les dommages psychologiques qui sont posés, mais ce n'est pas un corpus ni une entité juridique. Aujourd'hui, il y a socialement, la dimension psychique est devenue un acquis social, elle n'est pas encore un acquis juridique. Il faut la transformer en acquis juridique, et là, on protégera les individus des manipulations, des aliénations, ainsi de suite, ainsi de suite. Les employeurs et les entreprises vont peut-être avoir encore un peu plus peur parce que ça me fait penser à la question de la reconnaissance du burn-out. Vous voyez? Donc, est-ce que l'humain, c'est une machine à produire un élément à broyer? On s'interroge aujourd'hui de la protection des animaux. Il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas les humains. Contre eux-mêmes aussi, contre eux-mêmes. Exactement. Bon, bah écoutez, je vous remercie, c'était passionnant. Ça donne envie de continuer encore quelques heures, mais en tout cas pour ma part, je vais inviter certaines personnes à lire les articles. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient en libre accès en plus, donc j'en ai lu 2, je vais continuer, tout simplement. Voilà. Merci pour tout. Je vous en prie, bonne continuation à vous. Merci, au revoir.